Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, les indispensables du bon supporter grenoblois. C'est tout de suite comme chaque lundi. Et sachant que le GF38 a gagné son dernier match à domicile de la saison, vous les attendez. Les voilà, les sublimes photos du Grenoble Foot 38 qui racontent plus que tout résumé de match. Après des hauts et des bas, voire des très bas cette saison, les joueurs restent sur leur bonne note de cette fin de championnat avec une victoire au Stade des Alpes, 3-1 contre 3. Ils menaient 3-0 même après 3 beaux buts de Benet, Sylvestre et Olétan, mais Depréville a réduit le score après 55 minutes de jeu. Outre la victoire, donc, après 3 mois sans succès à la maison, le groupe a pu célébrer leur tonton Loïc Nestor, le défenseur grenoblois, qui raccroche les crampons. Après 6 ans à Grenoble, blessé depuis 8 mois, il a pu courir tout en jambes devant et avec les supporters. Il devrait rester au club pour la suite de ses aventures et il envisage une carrière d'entraîneur. Quant au GF, il finira sa saison samedi prochain à Annecy avec en jeu la 7e place de Ligue 2, un beau derby contre les Hauts-Savoyards qui réalisent déjà leur meilleur résultat en Ligue 2. Quant aux féminines, on vous parlait la semaine dernière, elles sont sur le point de retrouver l'antichambre de l'élite après avoir dominé leurs adversaires cette saison. Alors que l'intérêt grandit en France pour le foot féminin, en France et dans le monde d'ailleurs, le GF profite du vent pour un avenir mixte encore plus beau. Reportage Margot Vachérou. Le GF38 est surtout connu pour son équipe masculine qui évolue en 2e division, mais la saison prochaine, les garçons seront rejoints par leur homologue féminine, assurée de monter dans l'antichambre de l'élite. Pourtant, ce n'était pas le premier objectif. Mais fortes de belles victoires, les filles se sont autorisées à rêver jusqu'à se qualifier pour la Ligue 2. Sur le terrain, les visages sont souriants et surtout très jeunes. La moyenne d'âge étant aux alentours de la vingtaine, il faut parfois canaliser les énergies débordantes. Et celui qui en parle le mieux, c'est leur entraîneur. C'est un groupe qui est très vivant en fait. Donc comme il est vivant, par moment il faut des fois avoir un peu de gestion. Mais c'est, je pense, cette ambiance qui nous a permis d'arriver finalement aussi haut. On n'avait pas forcément la meilleure équipe sur le papier, mais par contre on avait peut-être le meilleur collectif en termes de vivre ensemble et en termes de valeurs, en termes d'objectifs. Enfin, voilà, c'est plutôt ça notre force aujourd'hui, je pense. Il n'y a pas vraiment de recette, mais simplement beaucoup de bienveillance au départ. L'idée, c'était ça. Ensuite, c'était aussi de pouvoir être à l'écoute de leurs besoins, de leurs envies. Et puis enfin, essayer de progresser ensemble, c'est-à-dire autant le staff que les joueuses. L'événement majeur de la saison des féminines du GF38 a été leur match au Stade des Alpes. En mars, elles ont pu affronter le Montpellier HSC sur la pelouse habituellement foulée par les garçons. Et même si la rencontre s'est soldée par un match nul, l'important n'est pas là. Pour ma part, je pense qu'on a produit un beau jeu au Stade des Alpes. On a eu quelques retours quand même positifs de différentes personnes, donc on a ressorti que du positif de ce match, que c'était que bénéfique pour la suite. Donc franchement, ouais, on était assez contentes de nous sur ce match-là. On a réussi à ramener 1100 personnes à peu près, donc c'était quand même une fierté de voir tout ce monde qui est venu voir un match de football féminin. Les joueuses ne bénéficient pas encore de statut professionnel et jonglent donc entre ballon rond et études pour certaines, travail pour d'autres. Unies sous un même maillot, les filles partagent à la fois le sens du jeu, mais aussi celui de la bonne humeur. Ça t'a fait quoi de marquer au Stade des Alpes ? Ça m'a procuré beaucoup d'émotions. C'est un match incroyable que je n'oublierai pas. Jouer dans un stade comme ça, c'est énorme. Et je pense qu'on a tout apprécié et j'espère qu'on pourra rejouer au Stade des Alpes. Une pelouse qui accueillera également l'équipe de France féminine le 27 juin prochain pour y défier le Brésil. Et d'ici là, les féminines du GF38 se déplacent à Lyon 2 ce samedi à 15h et elles recevront Le Puy pour l'avant-dernier match de la saison à domicile. Et pour fêter la montée avec le public, la fête pour un Isérois, la désillusion pour l'autre. Tous les deux ont disputé la demi-finale de Champions Cup. Ange Capozzo, qu'on voit ici s'engager comme un guerrier, champion d'Europe l'an dernier avec le Stade Toulousain, il ne réitérera pas l'exploit battu par l'UBB Bordeaux-Bègles de Louis Biel-Biarré, l'ailier formé à Cessin, a réalisé un doublé de folie, un premier essai en première période et un autre supersonique et intelligent dès le coup d'envoi de la seconde mi-temps.
on le voit ici, percer, puis récupérer une chistera ultra discrète de Pete Samu. Louis a assommé ensuite Toulouse. C'est donc Bordeaux qui file en finale de Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire. Regardez là la chistera et hop hop, voilà, c'est superbement bien fait. Et on est très fiers aussi de ces Isérois formés ici donc sur le territoire dans nos clubs et qui aujourd'hui brillent dans l'élite mondiale. En bref, les handballeurs du GSMH ont retrouvé la victoire pour leur dernier match à domicile 32-26 contre Billère. Florian Joigny réalise la passe de 3 à Ostende en Belgique. Après le contre-la-montre, la course en ligne, il s'est offert ce week-end le relais de cette première étape de Coupe du Monde. Le multiple champion paralympique de cyclisme qui a donné son nom au gymnase de Bourdoisan disputera la deuxième étape de Coupe du Monde en Italie du 15 au 18 mai. C'est tout de suite, c'est bientôt, c'est dans 10 jours. Et puis Nicolas-Marie Daru a encore fait mieux que la semaine dernière. L'athlète qui a battu son record personnel sur 3000 mètres steeple l'a encore amélioré ce week-end à Shanghai lors de la deuxième étape de la Ligue de Diamant. Pas d'olympisme pour le torbal, mais la discipline handi valide conquiert chaque année des nouveaux licenciés. Le sport de ballon basé sur l'acuité auditive a mobilisé toute une équipe d'étudiants de l'IUT MMI Multimédia de l'information qui nous propose de le découvrir. Et si le sport ne dépendait plus de la vue, mais de l'écoute ? C'est le défi que relèvent les joueurs de torbal, un jeu où l'ouïe guide chaque mouvement. Née en Allemagne, cette discipline collective a été conçue pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, mais elle rassemble aujourd'hui des joueurs valides et déficients visuels, unis par la même passion. Ça fait plus de 20 ans que je joue au torbal, que je pratique le torbal, puisque j'ai commencé à l'âge de 10-12 ans. Je suis déficient visuel en fait depuis la naissance, donc comme je suis malvoyant, j'étais à l'école à l'Arc-en-Ciel, l'école des aveugles à Marseille, et c'était le sport de prédilection pour les déficients visuels. Et c'est là où j'ai commencé le torbal, et puis du coup ensuite quand je suis arrivé ici en 2013, j'ai pris la responsabilité de la section, parce qu'il n'y avait pas de torbal ni de sport pour les déficients visuels ici sur Grenoble. Le torbal, c'est un sport qui se pratique avec un ballon sonore, avec des gros lots dedans, un masque opaque sur les yeux, sur un terrain qui fait 16 mètres de long sur 7 de large, 3 joueurs de chaque côté, et au centre du terrain, il y a 3 cordes à hauteur de 40 cm au-dessus du sol, sous lesquelles il faut tirer, mais sans les toucher, sinon ça fait coup franc, pour marquer à l'adversaire. C'est grâce à Marc que j'ai découvert le torbal avec une initiation qu'il était venu faire dans mon collège quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, en 5e. C'est un sport déjà qui est un peu en déclin. Disons que c'est un sport qui n'est pas très connu, pas très médiatisé, enfin même pas du tout. Les villes où on peut le pratiquer sont de plus en plus restreintes. Il doit en rester une bonne dizaine peut-être en France. Déjà dans les petites villes, il faut oublier. Même dans certaines grandes villes, il n'y en a plus du tout. Malgré tout, des clubs s'efforcent de faire vivre cette discipline, comme à Grenoble, où la section torbal rassemble une dizaine de joueurs passionnés. Basé au centre sportif Jean-Philippe Motte, le club porte une ambition forte, faire découvrir ce sport unique tout en promouvant l'inclusivité. Grenoble, c'est quand même une des premières villes, je sais plus si on est les premiers encore au niveau de l'accessibilité. Moi j'ai la chance d'avoir une vie à l'extérieur qui n'est pas trop impactée par le handicap, mais il y en a d'autres qui n'ont pas forcément cette chance-là, soit parce que leur handicap est plus lourd, soit parce qu'ils ont grandi dans des milieux plus déjà entre soi au niveau du handicap, donc ça permet déjà un peu de mixer tout ça et de faire bouger ceux qui autrement bougeraient pas. Le torbal est donc un lieu d'échange et de dépassement de soi, où le handicap s'efface au profit de la solidarité. À travers cette discipline, chacun trouve sa place et repousse ses limites, dans un esprit d'unité et de partage. Le torbal, on l'a appris, donc a été créé en Allemagne en 1955 pour la réadaptation des blessés de guerre. Notez enfin que le FCG Rugby a ouvert la billetterie pour assister à la demi-finale de Pro D2. Ce sera le 29 ou le 30 mai à 21h au Stade des Alpes. Des places à partir de 15 € à prendre. Le FCG joue son avant-dernier match de Pro D2 ce vendredi chez son dauphin Brive. Et nous, on se retrouve très vite. Merci de votre fidélité. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.